Passionné, génial, exaltant, héroïque, fascinant. Tous ces termes collent à merveille à l'ancien Ballon d'Or que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de l'histoire du football français. Son contrôle du ballon, son incroyable vision du jeu, ses passes ultra précises et sa capacité à lire le jeu ne seront probablement jamais égalées. Sur le terrain, c'était un général. Il menait ses troupes par l'exemple. Grâce à ses centres au laser et à ses tirs millimétrés, il n'était jamais très loin de l'action. Hors du stade, il était tout aussi impressionnant. Très impliqué dans les œuvres de charité, c'est également un père de famille attentif. Cet homme s'appelle Zinedine Zidane, et voici son histoire. Zinedine Zidane, ou Zizou comme le surnomment affectueusement les fans du monde entier, a connu une carrière digne des plus grands scénarios hollywoodiens. Elle réunit en effet tous les ingrédients d'un film à succès. Les débuts difficiles, la lutte contre l'adversité, l'euphorie de la victoire en Coupe du Monde, les défaites désastreuses qui ont suivi et l'incroyable retour pour un final de conte de fées. Enfin, presque. Pour Zidane, tout commence à la Castellane, l'une des cités les plus pauvres de Marseille. Fils de parents algériens, Zinedine révèle rapidement un talent naturel balle au pied. Chaque jour, il passe des heures à peaufiner sa technique dans les rues de son quartier. Très vite, il devient clair qu'il est destiné à devenir un grand joueur. On dit souvent que c'est grâce à son enfance passée dans ce quartier difficile qu'il a su affronter les difficultés et les pressions du football professionnel. Très jeune, il rejoint les rangs de l'US Saint-Henri, un club de quartier, mais ce n'est qu'une fois repéré par les Girondins de Bordeaux que son talent éclot vraiment. C'est au cours des 4 ans qu'il passe sous le maillot bordelais qu'il est sélectionné pour la première fois en équipe de France. Le 17 août 1994, à l'occasion d'un match amical contre la République tchèque, il entre en jeu à la 63e minute alors que la France est menée 2-0. Zizou enchante la foule en marquant 2 buts coup sur coup, permettant ainsi à son équipe d'arracher le match nul. Ses performances en championnat comme en équipe de France ne tardent pas à susciter l'intérêt général. Zinedine impressionne les fans français, mais aussi les joueurs, les managers et les recruteurs du monde entier grâce à ses qualités de meneur de jeu et sa capacité à hausser son niveau de jeu lorsque cela s'avère nécessaire. Très vite, les plus grands clubs européens le courtisent. C'est finalement la Juventus de Turin, récent vainqueur de la Ligue des Champions, qui s'adjuge les services du jeune prodige de 24 ans pour seulement 5,3 millions d'euros. Son début de carrière est extrêmement impressionnant. Pilier indiscutable des Bleus et dernière recrue en date du plus grand club italien, on comprend que le jeune joueur se sente déjà très fier de son parcours. Mais tout ceci n'est que le début de son incroyable aventure. La Juventus reconnaît immédiatement le potentiel de leur nouveau milieu offensif. S'appuyant sur son talent, la Juve remporte le Scudetto 1997, ainsi que la Coupe intercontinentale grâce à une victoire 1-0 sur River Plate. Au cours des saisons 97 et 98, Zidane permet à la Juventus d'atteindre par 2 fois la finale de la Ligue des Champions. En 3 petites années, le joueur à fort potentiel qu'il était encore à son arrivée à la Juve est devenu l'un des meilleurs footballeurs au monde. Maintenant qu'il a prouvé toute l'étendue de son talent dans les championnats européens, en particulier dans le calcio, il est temps pour lui de se frotter à l'élite mondiale de ce sport. L'occasion se présente en 1998, lors de la Coupe du Monde. Cette année-là, la France accueille la compétition pour la première fois depuis 60 ans. Malgré toute la confiance qu'il porte aux Bleus, le public français sait que la victoire finale n'est encore qu'un rêve très lointain. L'Allemagne est considérée comme la grande favorite, suivie de près par le Brésil, le champion en titre. Malgré son statut de nation haute, la France n'apparaît même pas dans le top 10 et les bookmakers lui prédisent une 13e place de mauvais augure.
Par chance, les Bleus tombent dans le groupe C, en compagnie de deux équipes peu expérimentées, l'Afrique du Sud et l'Arabie Saoudite, et d'un adversaire plus coriace, le Danemark. Pour Zidane et ses coéquipiers, c'est l'occasion idéale pour rentrer en douceur dans la compétition. Mais personne n'est alors en mesure de prévoir l'issue finale. La France domine le groupe C et termine le premier tour avec 3 victoires, marquant 9 buts et n'en encaissant qu'un seul. À la baguette en milieu de terrain, Zinedine Zidane démontre toute l'étendue de son prodigieux talent. Après avoir purgé 2 matchs de suspension, il fait son retour en quart de finale contre l'Italie. À un moment crucial du match, l'entraîneur des Bleus, Aimé Jacquet, le prend à part pour lui dire à peu près les mots suivants. « Zizou, l'équipe de France, ce n'est pas toi. Tu ne la représentes pas à toi tout seul. Réfléchis bien à ça, lui explique-t-il avant d'ajouter. Mais c'est toi qui peux nous faire gagner. » Ce qu'ils ont fait. Ces feintes de corps fascinantes permettent à la France de vaincre l'Italie en quart, puis la Croatie en demi. L'admiration pour Zidane fait désormais place à l'idolâtrie et Zizou est quasiment considéré comme un héros national. La finale s'annonce très tendue entre la France, qui joue à domicile, et le Brésil, champion en titre que le monde entier s'attend à voir gagner. Mais une nouvelle fois, Zidane va renverser les pronostics. Il marque 2 buts de légende en première mi-temps. La France balayera finalement le Brésil sur le score de 3-0 et Zidane offre quasiment à lui tout seul la première Coupe du Monde à son pays. Les fans français le portent au nu et les amateurs du monde entier l'acclament, validant définitivement son statut d'icône internationale. Zinedine Zidane, au nom de la République française, nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Dans les jours qui ont précédé la finale, c'est le joueur brésilien Ronaldo que tout le monde voyait endosser l'habit de héros de la finale. Mais malgré un tournoi en tout point remarquable, le Ballon d'Or 1997 manque sa finale. La présentation du trophée de la Coupe du Monde est l'apogée d'une saison incroyable pour Zinedine Zidane. Il remporte également le championnat italien avec la Juventus et se hisse jusqu'en finale de la Ligue des Champions où son équipe doit rendre les armes face à un Real Madrid imbattable cette année-là. En 98, Zidane réalise donc une moisson de trophées et de récompenses. Je partager parce que ça mes copains n'ont pas pu... Cas de 10 premiers cette année du classeur, mais vraiment l'honneur. Outre le titre de joueur de l'année décerné par la FIFA, il décroche aussi le Ballon d'Or. Sa performance lors de la Coupe du Monde lui vaut aussi une place dans l'équipe All-Star de la FIFA, malgré ses 2 matchs manqués à cause de sa suspension. Les fans clament son nom. Les femmes l'abordent dans la rue. Les enfants du monde entier essaient de reproduire ses mouvements magiques. Zidane a de quoi être très fier de ses exploits. Beaucoup de footballeurs se seraient reposés sur leur laurier après avoir offert quasiment à eux seuls la Coupe du Monde à leur pays. Mais pas Zinedine Zidane. En effet, cette victoire en Coupe du Monde ne fait qu'aiguiser son appétit. Les commentateurs sportifs ont beau célébrer son génie, il a encore tout à prouver aux yeux de son critique le plus féroce, lui-même. L'euphorie de la Coupe du Monde n'est pas encore retombée, qu'il prépare déjà son prochain grand rendez-vous mondial. Le 11e championnat d'Europe de football, plus connu sous le nom d'Euro 2000, organisé conjointement par la Belgique et les Pays-Bas. Les Néerlandais sont les favoris et à juste titre. Ils jouent à domicile, n'ont jamais été aussi bien préparés. Bref, seule une équipe au sommet de sa forme parviendra à les battre. Ils n'ont pas gagné de tournoi majeur depuis plus de 10 ans. Mais les fans ne doutent pas de leur chance et entament même des festivités un peu prématurées. Depuis leur victoire en Coupe du Monde 2 ans auparavant, Zidane et les Bleus ont continué sur la même lancée et se sont qualifiés sans mal pour la phase finale de l'Euro 2000. Les Néerlandais sont clairement favoris, mais ils sont talonnés par les redoutables Bleus selon les fans et les spécialistes. L'Euro est organisé en groupes, à la manière de la Coupe du Monde. La France est versée dans le groupe D, avec des adversaires solides, dont les Pays-Bas.
La France perd d'ailleurs ce match, le dernier du premier tour, mais se qualifie tout de même pour les quarts de finale. Zidane est au sommet de sa forme, et ses fans, tout comme ses coéquipiers et ses entraîneurs, sont ravis de le voir évoluer à son meilleur niveau. Mais Zidane n'est pas du genre à s'en contenter. Au contraire, il ne cesse de s'entraîner pour tenter de s'améliorer. À l'époque, le seul joueur à pouvoir lui faire de l'ombre est Ronaldo. Grâce à ses phénoménales qualités de buteur, le Brésilien prend souvent le meilleur sur le Français. Mais Ronaldo est arrêté depuis quelques mois suite à une opération du tendon rotulien. Ronaldo blessé, Zizou est donc sans conteste le meilleur joueur du monde. Les médias, les fans et même les joueurs adverses veulent tous en savoir plus sur le modeste milieu français. Et toute cette attention ne fait qu'accroître la pression qui pèse déjà sur ses épaules. Après un démarrage assez lent à l'Euro 2000, Zidane, comme à son habitude, accélère le rythme à partir des quarts de finale. Lors de ce match contre l'Espagne, il inscrit son premier but du tournoi, puis un deuxième en prolongation contre un Portugal que personne n'attendait à ce niveau, offrant à la France une seconde finale internationale d'affilée. Malgré ces deux buts cruciaux dans des matchs coup-près, certains commentateurs persistent à critiquer le fait qu'il ne marque que rarement. Selon eux, un joueur de son calibre est censé trouver plus souvent le fond des filets. Il est aussi accusé de la relative baisse de régime de la Juventus, qui n'a plus gagné de titre depuis 2 ans. Mais beaucoup d'autres prennent sa défense en mettant en avant sa capacité à faire marquer les autres plutôt qu'à jouer pour lui-même. Lors de l'Euro 2000, il réalise plus de slalom balle au pied que le néerlandais Marc Overmars et plus de centres décisifs que le portugais Luís Figo. Sa domination en milieu de terrain lui permet de se créer de nombreuses occasions et pousse ses coéquipiers à se hisser à son niveau. La France continue sa marche en avant avec un style de jeu très agréable à regarder, ce dont même les fans adverses conviennent. La France se qualifie donc pour la finale de l'Euro 2000 où elle rencontre l'Italie. Les Transalpins, adeptes d'un jeu plus défensif que les Bleus, marquent fréquemment sur contre-attaque. Les Italiens n'ont concédé que 2 buts depuis le début du tournoi. Et si la France veut percer leur muraille défensive, ce sera à Zidane d'en trouver la faille. Zidane, qui vient de fêter ses 28 ans, est le coéquipier de beaucoup de ses adversaires du jour à la Juventus de Turin. Il connaît donc parfaitement le style de jeu des Italiens. C'est en Italie qu'il a appris à trouver une forme optimale et à aborder les gros matchs avec calme et méthode. Cette rencontre en finale de l'Euro 2000 est plus que l'affrontement entre 2 équipes de génie. En quelque sorte, c'est aussi une bataille entre le football italien et Zidane, entre le maître et l'élève. Ce match, le plus passionnant du tournoi international le plus relevé de l'histoire, est à la hauteur de l'attente. La France, menée 1-0 pendant 40 minutes, parvient à égaliser à la dernière minute des arrêts de jeu grâce à un but opportuniste de Wiltord. Les supporters italiens, qui ont déjà débouché le champagne, tombent de haut. À la 13e minute de la prolongation, David Trezeguet marque l'un des plus beaux buts du tournoi pour offrir le titre de championne d'Europe à la France. Une fois encore, Zidane a été l'un des artisans de la victoire des siens. Lorsque les Italiens marquent à la 55e minute, c'est lui qui sonne la révolte pour son camp. Une fois encore, Zizou est porté au nu en France. Ses exploits lors du tournoi surpassent même sa performance au précédent mondial, ce qui lui vaut le titre de meilleur joueur de l'Euro 2000. Son entraîneur, Roger Lemaire, est ravi des performances de son protégé. Mais il ne manque pas de préciser que Zidane a encore une belle marge de progression. Au cours du tournoi, il a les mots suivants. Zidane a encore énormément de choses à nous apporter. Il peut faire encore mieux. C'est un joueur phénoménal, bien parti pour rejoindre les monuments du foot français que sont Coppa et Platini. Lemaire n'est pas le seul à voir un avenir radieux aux joueurs français. Son talent attire l'intérêt des plus grands clubs du monde. Ses plus belles années sont encore à venir et ils sont prêts à dépenser de véritables fortunes pour le voir rejoindre leurs rangs.
Florentino Pérez, homme d'affaires espagnol, ancien homme politique et tout nouveau président du Real Madrid, a une grande ambition. Il ne rêve pas d'établir la paix dans le monde ou d'endiguer la pauvreté des pays défavorisés. Ce qu'il souhaite, c'est mettre sur pied la meilleure équipe de foot de la planète. Heureusement pour lui, il a les moyens de concrétiser son rêve. Grâce à lui, le Real Madrid est alors le club le plus riche du monde. Au cours de l'été 2000, Pérez puise dans son immense fortune pour acquérir l'un des meilleurs meneurs du jeu au monde, Luís Figo. Figo est un héros dans son pays, le Portugal. Ses centres sont aussi précis que ceux de Zidane, et même si ses mouvements sont moins spectaculaires, Figo n'en est pas moins l'un des meilleurs joueurs de la planète. Outre son statut de héros national, Figo est également l'un des joueurs les plus appréciés dans son club du FC Barcelone. La rivalité qui oppose le Real au Barça est légendaire. Lorsque Pérez décide d'engager la superstar portugaise, il lui faut donc faire une offre astronomique pour que Barcelone accepte de libérer son joueur. Pérez propose la somme record de 61 millions d'euros pour Figo. Le Barça, ravi, accepte l'offre et le Portugais est donc transféré au Real. Sans surprise, ce départ n'est pas bien vu par ses ex-coéquipiers et encore moins par les fans irréductibles du Barça. Lors de son retour au Camp Nou, le stade de Barcelone, une étude révélera que les sifflets et les cris du public à son entrée sur la pelouse ont dépassé le bruit d'un avion au décollage. Lors de sa seconde apparition au Camp Nou sous le maillot du Real, il faut presque fermer le stade. Figo est la cible d'objets en tout genre, le plus notable étant une tête de cochon. Il est également couvert d'insultes, le qualifiant de traître et de vendu. Mais le talentueux ailier droit n'en a cure. Il remporte le Ballon d'Or 2000 et le titre de meilleur footballeur de l'année FIFA 2001. Fort du succès de ce premier recrutement, Florentino Pérez décide de renouveler l'expérience. Cette fois-ci, le joueur qu'il vise n'est autre que Zinedine Zidane. Ses performances à l'Euro 2000 lui ont tapé dans l'œil. Et en bon enfant gâté, Pérez obtient toujours ce qu'il veut, quel qu'en soit le prix. La Juventus, bien entendu, n'a aucune envie de se séparer du Français. C'est au sein du club italien que le numéro 10 est devenu le meilleur joueur du monde. Compter dans ses rangs le plus grand footballeur de la planète est un privilège dont le grand club turinois compte bien profiter sans partage. Au départ, le transfert semble improbable. Zidane a envie de partir en Espagne pour se frotter à ce qui est peut-être le meilleur championnat du monde. Mais Luciano Moggi, le directeur général du club, insiste pour que le Français reste jusqu'à la fin de son contrat en 2005. Mais à l'exception de Zidane, l'équipe de la Juventus commence à prendre de l'âge. Le club, 25 fois champion d'Italie, vient de terminer 2 fois deuxième d'affilée. Et la direction commence à admettre que le transfert de Zidane lui offrirait de quoi s'offrir de nouveaux talents dans l'optique d'un 26e titre national. Après d'âpres négociations, Pérez parvient à convaincre les Italiens et Zidane part pour l'Espagne. Cette acquisition coûte une fortune, même pour le Real Madrid, dont le compte en banque est pourtant extrêmement bien garni. Le transfert de Zidane bat tous les records. Avec 75 millions d'euros, la somme finale dépasse de loin celle payée pour Luís Figo. Pérez compte monter la meilleure équipe que sa fortune peut lui offrir. Il pense ainsi assurer sa popularité auprès des fans du club et conserver son poste à la tête du Real. Au cours des années qui suivent, il poursuit cette quête de domination mondiale en achetant les meilleurs joueurs disponibles sur le marché. Au cours de la première de ses 4 années de contrat juteux avec le Real, Zidane se montre à la hauteur des espoirs placés en lui. En 49 matchs avec le Real, il marque 11 buts et sublime ses partenaires.
Jamais il n'avait autant marqué de buts depuis son premier titre de joueur de l'année en 1998. Il joue également un rôle majeur dans les 2 titres glanés par le Real cette année-là. Il participe à la victoire en Supercoupe d'Espagne, mais c'est surtout pendant la magnifique campagne européenne de son club qu'il se surpasse. Il s'y montre brillant du premier au dernier match, gagnant sa place au sein du 11 type de l'UEFA, ainsi que le titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions. Une nouvelle fois, Zidane sait transcender son jeu dans les moments décisifs. En finale, il réalise un match qui fait comprendre à tout le monde pourquoi Pérez a fait de tels efforts pour l'engager et au président madrilène qu'il a décidément fait une affaire en dépensant 75 millions d'euros pour l'arracher à la Juventus. Dominant de la tête et des épaules tous les autres joueurs présents sur le terrain, Zidane marque le but de la victoire suite à une longue passe lobée de Roberto Carlos. Il récupère le ballon à l'entrée de la surface de réparation et d'une volée du gauche, le catapulte dans la lucarne adverse. Le Real Madrid résiste ensuite aux assauts d'un Bayer Leverkusen très offensif jusqu'au coup de sifflet final. Le club remporte la Ligue des Champions sur le score de 2-1. Sans surprise, Zidane est élu homme du match. Avec le recul, on ne peut qu'être époustouflé par la capacité de Zidane à marquer dans les matchs internationaux les plus décisifs. Ses nerfs d'acier lui permettaient de résister à la pression la plus intense et de faire pencher la balance en sa faveur. Suite au succès des transferts de Figo et de Zidane, Pérez décide d'ajouter une nouvelle superstar à sa magnifique équipe. En 2002, Ronaldo rejoint les rangs du Real pour renforcer le secteur offensif des Madrilènes. Comme pour toutes les dernières acquisitions du Real, la signature de Ronaldo engendre des polémiques. Mais cette fois-ci, contrairement au transfert de Figo et de Zidane, la controverse n'a rien à voir avec la somme astronomique dépensée pour s'adjuger les services de l'ancien meilleur footballeur de l'année. Les questions soulevées par l'arrivée de Ronaldo sont en effet uniquement d'ordre sportif. Personne ne met en doute les qualités phénoménales du joueur, mais son avenir dans le football paraît très incertain. Lors de son transfert au Real, il n'est toujours pas parfaitement remis de sa blessure au genou qu'il avait forcé à interrompre sa carrière en avril 2000. Après ces 20 mois d'absence, beaucoup de gens se demandent s'il retrouvera le niveau stratosphérique qui était le sien avant sa terrible blessure. Acheté pour seulement 42 millions d'euros, il ne tarde pas à faire taire les sceptiques. Avec l'aide de ses coéquipiers, dont Zidane, le meilleur meneur de jeu au monde, Ronaldo, marque pas moins de 29 buts en 42 apparitions sous son nouveau maillot. Il est logiquement élu Ballon d'Or 2002 ainsi que meilleur footballeur de l'année FIFA. Ces signatures hors normes valent à l'équipe du Real le surnom de Galactique, qui exprime à merveille le potentiel stratosphérique de l'ensemble. Entouré de Figo et de Ronaldo, Zidane porte le club madrilène vers de nouveaux succès. Mais sur le plan international, il ne connaît pas le même bonheur. La Coupe du Monde 2002 est une déception pour les champions en titre, handicapés par l'absence de Zidane pendant une bonne partie du tournoi. Il ne participera finalement qu'à un seul match, en étant loin de sa meilleure forme. Sa blessure à la cuisse l'empêche de défendre correctement sa couronne mondiale. Mais de retour en Espagne, il ne laisse pas la déception du mondial peser sur son jeu. Au cours de la saison 2002-2003, Zizou remporte son premier titre en Liga. Il est toujours gêné par quelques blessures, mais son niveau de jeu ne s'en ressent pas. À la fin de cette saison, il joue même le meilleur football de sa carrière. Les Galactiques poursuivent leur politique de signature prestigieuse. En 2003, c'est au tour de David Beckham de rejoindre le Soleil de Madrid. Il est transféré de Manchester pour seulement 35 petits millions d'euros.
Malgré son indéniable talent, Beckham ne joue pas dans la même catégorie que ses illustres coéquipiers Zidane, Ronaldo et Figo. Pour beaucoup, sa signature n'est pas motivée par des raisons sportives. Le club l'aurait fait venir uniquement pour le nombre de maillots qu'il était susceptible de faire vendre, plutôt que pour les buts qu'il pourrait marquer. De plus, le Real comptant déjà dans ses rangs 2 des meilleurs milieux offensifs au monde, l'arrivée de Beckham est inutile dans l'optique de l'équilibre de l'équipe. Zidane, toujours aussi positif, cherche à protéger son coéquipier du brouhaha médiatique généré par sa signature. Et rappelle à tout le monde qu'une équipe ne se résume pas à un seul joueur. C'est bien qu'il amène son style à lui, mais bon, de toute façon, tout le monde connaît le jeu de Beckham. C'est un jeu qui est intéressant pour l'équipe et on verra bien. C'est le plus important, comme on dit, c'est pas un joueur en particulier. Ce qui fait la force de l'équipe, ce qui fait la force, c'est toujours l'équipe. Lui, il va porter son savoir-faire comme chacun de nous l'apporte pour l'équipe. Et on espère simplement que sa venue servira à gagner des titres supplémentaires. Ce dont les Galactiques ont besoin avant tout, c'est de talent dans les lignes arrières. Un défenseur superstar tel que Fabio Cannavaro, meilleur joueur mondial 2006, aurait fait beaucoup de bien à leur fragile défense. Peut-être Pérez voulait-il récupérer un peu des fortunes qu'il avait dépensées pour engager Figo et Zidane. Mais aux yeux des fans, l'émerveillement suscité par le succès des premiers transferts et par la cohorte de stars du Real commence à s'estomper. Zidane est le seul à échapper à ce désamour. En 2003, la FIFA lui décerne pour la 3e fois le titre de meilleur joueur de l'année. Il est le 2e joueur de l'histoire à réussir cet exploit, après son coéquipier Ronaldo. L'année 2003 est aussi celle du départ de Claude Makélélé, le meilleur défenseur du club. En effet, le Real a refusé de l'augmenter alors que son salaire était largement inférieur à celui des superstars de l'équipe. Makélélé est l'un des meilleurs défenseurs du monde, mais il est remplacé dans l'effectif par David Beckham, qui est un milieu offensif. Zidane, grand admirateur de son compatriote, se montre ouvertement déçu par son départ. C'est vrai que Claude est un joueur qui a énormément apporté au Real pendant toutes les années où il y a joué. Son départ est très dommageable pour nous. C'est une décision qui vient de la direction du club, mais je ne pense pas qu'elle a été prise dans le meilleur intérêt des joueurs. Avec le recul, on comprend mieux la raison du déclin du Real de Madrid. L'équipe de Pérez présente la meilleure ligne d'attaque au monde. Mais malheureusement, le jeu du Real ne peut aller que vers l'avant. Ses adversaires ne tardent pas à exploiter cette faiblesse. Et très vite, les Galactiques ne sont bientôt plus qu'un groupe de stars surpayés et inefficaces. Ils passent alors à côté des grands matchs et s'ensuivent 3 longues années sans le moindre trophée majeur. Les critiques s'en donnent à cœur joie. Le Real est dans les cordes. Mais Pérez va à nouveau à l'encontre de la logique. Ignorant les carences défensives de son équipe, il engage un nouvel attaquant. Michael Owens, qui sera le dernier gros transfert du Real Madrid, est acheté 12 millions d'euros à Liverpool en 2004. Prenant au pied de la lettre l'adage selon lequel l'attaque forme la meilleure défense, c'est à se demander si le Real n'est pas aveugle, ou aveuglé par la cupidité. Depuis la signature de Beckham, les résultats du Real sont médiocres. Et en mai 2004, l'entraîneur Carlos Queiroz est renvoyé. Malgré son peu d'influence sur le choix des transferts, Queiroz est le second entraîneur limogé sous le règne de Pérez. Vicente Del Bosque avait en effet connu le même sort en 2003. Del Bosque était pourtant très populaire. C'est sous son égide que les Galactiques avaient connu leur plus grand succès. Selon une rumeur persistante, il aurait été renvoyé pour avoir tenté de soutenir les joueurs de l'ombre de l'équipe et pour s'être dressé contre les volontés du président. On dit aussi que Del Bosque, comme nombre de fans du Real, était contre la venue de Beckham, pour toutes les raisons évoquées précédemment. Il se serait lavé les mains des conséquences de ce transfert.
Mais que les rumeurs soient fondées ou pas, Del Bosque avait déjà quitté le club à l'arrivée du joueur anglais. Depuis le départ de Del Bosque, les tensions internes ont entraîné le limogeage de 4 entraîneurs et de 4 directeurs sportifs. Mais aucune de ces décisions ne change quoi que ce soit aux réalités du terrain. Zidane continue de faire de son mieux pour aider son club en difficulté. Désormais au crépuscule de sa carrière, Zinedine, qui vient de fêter ses 30 ans, se donne toujours à 110% à chaque match, même si la saison 2004-2005, selon ses standards, est bien maigre. Les remous de l'exécutif le mettent mal à l'aise. N'importe quel footballeur qui, comme lui, joue avant tout pour l'amour du ballon, aurait eu beaucoup de mal à prendre du plaisir sur le terrain en assistant au naufrage de son club pour d'obscures raisons de politique interne. En dépit de cette atmosphère négative, Zidane connaît au moins un très grand moment sportif, le plus beau de sa saison, si ce n'est de sa carrière. En avril 2004, il est élu meilleur joueur européen des 50 dernières années. Les 7 millions de votants placent Zidane en tête. 1000 petites voix devant la légende allemande Franz Beckenbauer. Le néerlandais Johan Cruyff prend la 3e place. Alors qu'il approche de la fin de sa carrière, cette marque de reconnaissance de ses incroyables exploits sportifs le place devant les grands joueurs du passé qu'il idolâtrait dans son enfance à la cité de la Castellane. C'est un superbe hommage à son talent et à son travail. Après une nouvelle saison blanche au Real Madrid l'année suivante, Zinedine Zidane annonce sa retraite en avril 2006. J'ai pris la décision d'arrêter ma carrière après y avoir réfléchi pendant longtemps. Je voulais laisser le temps au Real Madrid de préparer la prochaine saison pour qu'il puisse explorer d'autres alternatives et engager d'autres joueurs s'il le souhaite. Le 7 mai 2006, il dispute son dernier match en marquant 3 buts contre Villarreal. Pour l'occasion, ses coéquipiers ont revêtu un maillot commémoratif où l'on peut lire Zidane 2001-2006 brodé sous le blason du club. C'est la fin des Galactiques. Mais Zidane a encore un dernier chapitre à écrire avant de clore son odyssée footballistique, la Coupe du Monde 2006. La Coupe du Monde. Une compétition de légende dont les vainqueurs ressortent en héros et dans laquelle seuls les plus forts survivent. Fort de l'expérience engrangée lors des 2 précédents tournois, Zidane sait tous les efforts à accomplir pour gagner. La Coupe du Monde 2006 est pour lui l'occasion de remercier ses supporters, ses entraîneurs et ses coéquipiers du soutien qu'ils lui ont apporté au cours de sa carrière. En 2002, Zidane n'avait pas réussi à revenir à 100% pour la Coupe du Monde. Une blessure à la cuisse l'avait alors empêché de disputer le premier tour. Privés de leur maître à jouer, les Bleus semblaient perdus. Les champions en titre n'étaient que le fantôme de l'équipe dominatrice qu'elle était lors de l'édition 98 ou de l'Euro 2000. La France doit gagner son dernier match de poule pour espérer se qualifier. Zidane décide de jouer malgré sa blessure. Marcel Desailly, le capitaine des Bleus, espère que sa simple présence fera la différence. Bien sûr, s'il est là, il apportera quelque chose. Ce ne sera peut-être pas lui qui fera la différence, mais le simple fait qu'il joue les dérangera peut-être. Ils se concentreront sur lui, ils feront peut-être une prise à 2. Et ça ouvrira des espaces à nos attaquants pour marquer. C'est là qu'est toute la différence quand il est là et quand il n'est pas là. La France perd finalement 2-0 et se retrouve éliminée sans gloire. Et sans avoir marqué un seul but. Après cette déconvenue, les Bleus arrivent à l'Euro 2004 avec la tenue de champion en titre. Zidane est en forme, mais ne peut empêcher la France d'échouer en quart de finale contre une surprenante équipe de Grèce. Dépité, Zidane décide alors de prendre sa retraite internationale. Mais voyant les difficultés de l'équipe de France à se qualifier pour la Coupe du Monde 2006, le Madrilène, qui selon ses propres mots aime autant son pays que le foot, se laisse convaincre par Raymond Domenech. Le 3 août 2005, il annonce qu'il effectue son retour en équipe nationale.
il retrouve immédiatement le brassard de capitaine. Et grâce à lui, les Bleus se qualifient pour la phase finale, retrouvant par moments leur jeu de la grande époque. Les amers souvenirs de 2002 s'effacent. Zinedine caresse de très grands espoirs pour l'édition 2006. L'équipe de France est plus forte que les années précédentes et il est au sommet de sa forme. Zidane et les Bleus se donnent pour but de retrouver toute leur gloire de 98. Et le reste, dans les jours qui viennent, est point. On est tous préparés pour faire, on est 23, on est tous préparés pour faire une grande compétition. On doit la faire, on doit se la faire, on doit se dire que si on veut aller au bout, il faudra faire quelque chose d'exceptionnel, il faudra se bouger tous ensemble. Et c'est tout. La France entame la compétition par une performance catastrophique qui ressuscite les fantômes de l'édition précédente. Il décroche un 0-0 chanceux contre la Suisse, mais Zidane ne peut se satisfaire d'un tel résultat. Dans les dernières minutes du deuxième match de poule, contre la Corée du Sud, Zidane, qui veut absolument donner l'avantage à la France, écope d'un carton jaune pour avoir poussé un défenseur adverse. C'est son deuxième avertissement en 2 matchs et il est donc suspendu pour le 3e et dernier match de la phase de poule. Les souvenirs d'une France sans Zidane remontent à la surface. La qualification pour la suite du tournoi dépend du prochain match et l'avenir de Zidane est donc entre les mains de ses coéquipiers. La France réussit à se qualifier pour la phase à élimination directe en battant le Togo 2-0. Zidane retrouve le terrain contre l'Espagne en 8e de finale. Sur coup franc, il offre un but à Patrick Vieira avant de marquer lui-même à la 91e minute. Cette victoire propulse la France en quart de finale où l'attend le Brésil, champion en titre pour la revanche de la finale 98. Les Bleus prennent les fantasques brésiliens à la gorge, ne leur autorisant qu'un seul tir cadré de tout le match. Zidane, plus créatif que jamais, est à l'origine du but de Thierry Henry, qui scelle une victoire 1-0 pour la France. Dans la demi-finale contre le Portugal, 4 jours plus tard, Zidane marque sur pénalty le seul but du match et qualifie la France pour la finale, le dernier match de sa carrière. Il se jouera contre l'Italie le 9 juillet 2006. Tout est en place pour une fin de carrière fantastique. Le destin semble offrir une seconde Coupe du Monde à Zidane. Le Brésil étant déjà éliminé, la France semble favorite pour la victoire finale contre l'Italie. Le match sera en effet inoubliable, mais pas pour les raisons espérées. La partie démarre sur les chapeaux de roue, avec un but pour chaque équipe dans les 20 premières minutes. Zidane ouvre le score pour la France, devenant ainsi le 4e joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à inscrire un but dans 2 finales différentes. Le match tourne ensuite au bras de fer défensif, ce qui met les nerfs des joueurs à dure épreuve. Au cours des prolongations, alors que le score est toujours de 1 partout, Zidane démontre toute l'étendue de son talent en catapultant une tête magnifique droit dans le but italien. Mais le gardien transalpin, Gianluigi Buffon, anticipe son geste à la perfection et sauve son équipe du bout des doigts. Ce sera le dernier coup de génie de Zidane sur un terrain de football. Car à la 110e minute, l'énorme pression finit par avoir raison de lui. Dans ce que l'on peut décrire comme un moment d'errance, Zidane s'arrête au milieu du terrain, se retourne et assène un coup de tête dans la poitrine de Matteo Materazzi qui s'écroule. L'arbitre sort un carton rouge. La carrière de Zidane est terminée. Il ne participe donc pas au tir au but que la France perd 3-5. Zidane rêvait de tirer sa révérence en beauté, mais ses espoirs s'envolent à cause d'une seconde d'égarement. Pour lui, il s'agissait de ses dernières minutes en tant que joueur. La tension était à son comble et Materazzi en a profité pour faire disjoncter son adversaire avec le succès que l'on connaît. Les images indiquant que Materazzi a provoqué Zidane verbalement, la presse britannique fait appel au service de personnes capables de lire sur les lèvres pour découvrir ce qui a fait perdre son calme aux joueurs français. Selon le Times, Materazzi aurait traité Zidane de fils de pute terroriste. Mais ce n'est que 2 mois après le match que la vérité commence à émerger.
Materazzi, qui refuse obstinément de présenter des excuses publiques aux Français, offre sa version de l'accident. Il aurait retenu le joueur français par le maillot et Zidane lui aurait proposé de le lui offrir après le match. Materazzi répond alors qu'il préférerait sa sœur. Materazzi dira plus tard dans une interview que ses mots exacts ont été « Je préfère ta putain de sœur ». Adulé dans le monde entier et regrettant visiblement son geste, Zidane reçoit beaucoup de soutien. J'en pense qu'il a eu raison de lui donner un bon coup de tête, parce qu'il a dû lui dire quelque chose d'affreux, j'aurais fait pareil. Mais moi j'aurais tapé plus sur le nez, ou les dents, mais ça coûte cher les dents. Les dents, tu t'y connais. C'est pour ça. D'ailleurs, les dents. Le président Jacques Chirac, lui-même grand admirateur de Zidane, le qualifie de héros et d'homme de conviction. Cher Zinedine Zidane, ce que je veux vous dire, au moment le plus intense peut-être, un moment dur de votre carrière, c'est l'admiration. Et c'est l'affection de la nation tout entière, son respect aussi. Mais l'affection et l'admiration. Vous êtes un virtuose, un génie du football mondial. Vous êtes aussi un homme de cœur, d'engagement, de conviction. Et c'est pour cela que la France vous admire et vous aime. Il ajoutera plus tard que si l'agression est impardonnable, il comprend toutefois que Zidane n'a fait que répondre à une provocation. Zidane s'excuse presque immédiatement de son geste auprès des enfants du monde entier qui regardaient le match. Mais il refuse de présenter ses excuses à Materazzi en expliquant qu'il n'a pas envie de montrer qu'on a le droit d'insulter quelqu'un. Heureusement pour lui, son attitude lui vaut le soutien des fans, mais aussi de ses sponsors, qui restent à ses côtés durant toute cette épreuve. Les supporters et les commentateurs sportifs voient cette fin controversée comme la conclusion tragique d'une brillante carrière. Mais certains essaient de tirer le côté positif de l'affaire. Disons que ce qui nous a un peu frappé, c'est le fait que finalement la France soit autant choquée de l'événement de Zizou et surtout que ça soit aussi dramatique. Et nous on s'est dit que c'était pas aussi dramatique que ça, au contraire je trouve qu'il a plutôt fait une belle sortie. Mais au-delà de ça, surtout, il fallait remettre les choses un peu dans leur contexte, c'est pas si grave. C'est pas si grave au bout. La FIFA ne partage malheureusement pas cet avis et déclenche une enquête sur cet événement dont beaucoup de questions restent encore sans réponse. Suite à cette enquête, la Fédération internationale décide de sévir. Zinedine Zidane est suspendu pour 3 matchs et doit s'acquitter d'une amende de 7 500 francs suisses. Mais, et c'est là l'information la plus importante, le comité a pris note du fait que Zinedine Zidane a mis un terme à sa carrière internationale. Le joueur a donc accepté de faire 3 jours de travaux d'intérêt général dans les cadres des activités humanitaires de la FIFA. Cette générosité n'a rien d'inhabituel pour l'ancien joueur, qui, malgré ses coups de sang sur le terrain, a toujours été un ambassadeur exemplaire pour son sport. Il a toujours tenu à rendre au football tout ce qu'il lui avait apporté. Depuis sa retraite, il passe une grande partie de son temps à parcourir le monde pour mettre sa popularité au service des plus démunis. Après avoir connu une carrière sportive exceptionnelle, Zinedine Zidane peut désormais profiter de sa vie privée et passer plus de temps auprès de sa famille. Après 17 années passées au sommet de sa discipline, il n'a plus à s'inquiéter d'arriver à l'heure à l'entraînement, d'attraper son avion ou de garder une forme optimale. Mais l'adaptation à l'après-football n'a pas été aussi simple qu'on le croit. Mais ma vie pour le moment, elle est simple et compliquée à la fois parce que jusqu'à présent, j'avais l'excuse de pouvoir jouer au foot.
Donc ma vie était bien gérée. Aujourd'hui que j'ai arrêté et c'est vrai que je suis passé à autre chose et en même temps je dis compliqué parce que c'est vrai que je ne suis pas du tout organisé, donc forcément il va falloir que d'abord je m'organise. Mais aujourd'hui elle est simple, c'est profiter des moments que j'ai pas pu profiter dans le passé. Et, ce qui est les choses de la vie, c'est de profiter de la famille, d'avoir plus de vacances avec les enfants, de bouger quand j'en ai envie, d'essayer d'être libre quand j'en ai envie aussi. Voilà, elle est toute simple, comme un père de famille qui essaye de faire les choses le plus simplement possible. Pour beaucoup de gens, la retraite d'un footballeur évoque des images de rêve. Voilier aux Caraïbes, vie de star, journée passée à jouer au golf. Mais ce n'est pas le genre de Zizou. Il n'a jamais oublié d'où il vient. Et il se montre toujours d'une générosité sans faille. En 2006, quelques mois après sa retraite, il se rend en Thaïlande pour participer à un match de bienfaisance en faveur des enfants atteints du sida. Le public en délire se rend en masse au stade municipal de Chiang Mai pour admirer l'ancien madrilène à l'occasion d'un match réunissant des stars de la chanson thaïlandaise et des joueurs de l'équipe nationale. 4 heures avant le coup d'envoi, les fans de football thaïlandais sont massés le long des rues bordant le stade pour apercevoir l'ancien milieu offensif de la Juventus de Turin et du Real Madrid. Dans l'enceinte, des milliers de spectateurs attendent le début de la rencontre en tentant de se protéger du soleil de plomb. Même s'il a quitté le monde professionnel, Zidane prouve qu'il n'a rien perdu de sa virtuosité et marque même un but juste avant la mi-temps. Moins d'un mois plus tard, il participe à un autre match de bienfaisance, cette fois-ci chez lui, au stade Vélodrome de Marseille. Le match contre la pauvreté sous l'égide du programme des Nations Unies pour le développement oppose les amis de Ronaldo aux amis de Zidane. Ces derniers remportent la partie 6-2. Il s'agit de sa première apparition sportive en Europe depuis la finale de la Coupe du Monde. Il y montre une nouvelle fois toute l'étendue de son incroyable talent, ce qui pousse les journalistes à spéculer sur un éventuel retour à la compétition. La théorie la plus en vue enverrait Zizou rejoindre David Beckham, son ancien coéquipier madrilène, sous le maillot des Los Angeles Galaxy pour jouer encore quelques années sans pression au sein de la Ligue américaine. Zidane dément rapidement la rumeur, même s'il admet que la compétition lui manque. Forcément, oui. Je pense que quelquefois, ça me manque déjà. Enfin, je veux dire, quand on a vécu 17 ans, quand on a joué 17 ans à un haut niveau, forcément, à un moment donné, il y a ce manque qui est là, ce manque d'adrénaline, de pression, de tout ce que l'on veut, et puis de sport, naturellement. Mais il fallait en arriver là, et voilà, aujourd'hui, c'est mon tour. Comme ça l'a été pour beaucoup d'anciens joueurs. Et ce qu'il faut dans cela, c'est essayer justement de bien le vivre. Et moi, pour le moment, j'essaye justement de me dire que c'est une autre vie qui commence aujourd'hui et je vais essayer d'en profiter comme j'ai pu le faire dans ma vie de footballeur. Dans le cadre de sa campagne caritative, Zinedine se rend également au Caire. Il y passe 3 jours, inaugurant notamment un foyer d'accueil pour les enfants des rues et participant à un match de charité avec de jeunes enfants égyptiens. Cette visite, financée par le groupe agroalimentaire Danone, en coopération avec le Conseil national égyptien pour l'enfance et la maternité, s'est déroulée dans le cadre d'un projet international d'aide aux enfants défavorisés. Le directeur général délégué de Danone met en avant le désir de Zidane de mettre sa célébrité au sein de causes humanitaires. Zidane est une personnalité très célèbre et il aime sincèrement les enfants. Il est convaincu à 100% que sa popularité doit servir à aider les enfants du monde entier. C'est pour cette raison qu'il s'est intéressé au programme mis en place par Danone. Dans les rues du Caire, la ville la plus peuplée d'Afrique, les enfants vivent dans un contexte quotidien de violence et de privation. Selon les Nations Unies, la capitale égyptienne abrite des centaines de milliers d'enfants sans abri. Le projet dont Zidane est le porte-drapeau a pour but de donner à quelques-uns de ces déshérités un toit, mais aussi des notions d'hygiène élémentaire, une éducation et une formation à un métier. Pour les milliers de spectateurs, Zidane, avec ses racines algériennes, fait figure de héros du monde arabe.
Ce qui me plaît surtout chez Zidane, c'est que c'est un joueur arabe. Il a réussi à atteindre un niveau très élevé en foot. Il a battu des joueurs très forts comme Ronaldinho. C'est mon joueur préféré. Je l'aime encore plus que ma famille. Vu les millions que gagnent les footballeurs du monde entier, on ne peut que regretter qu'ils ne soient pas plus nombreux à suivre l'exemple de l'ancien joueur français. Une jeune admiratrice égyptienne exprime son espoir de voir d'autres joueurs s'inspirer de Zidane pour s'impliquer davantage dans la communauté. Aucun joueur égyptien ne participe jamais à ce genre de journée de bienfaisance pour venir jouer avec les jeunes et leur apprendre le foot. J'espère que ça leur donnera l'idée de le faire. Sa sortie controversée et ses retombées, qui ont fait la une de la presse à l'été 2006, ne sont désormais plus qu'une anecdote dans l'extraordinaire aventure qu'a été sa carrière, sur et en dehors des terrains. L'histoire de ce petit garçon d'une cité de Marseille devenu une superstar mondiale est un modèle pour les enfants défavorisés du monde entier. Et sa générosité est un exemple pour tous les autres millionnaires du sport. Zizou, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, est la preuve vivante que ceux qui ont la chance de devenir des sportifs adulés ont également pour responsabilité de se comporter en modèle irréprochable.